Merci. Bon, tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir être ici pour vous voir et pas seulement pour consulter les archives. Donc cette conférence balise des recherches en cours, donc je vous serai évidemment très reconnaissante pour tout retour que vous pourrez avoir après ces 45 minutes. Et donc elle porte effectivement sur les bulletins d'éditeurs au XXe siècle, qui sont des objets hybrides, aussi riches qu'ambigus dans leur fonction. Donc si certains bulletins sont déjà nés dans la première moitié du XXe siècle, leur réel essor se situe surtout dans l'après-Deuxième Guerre mondiale et particulièrement dans les années 50, qui marquent un renouveau du monde éditorial dans un moment de prospérité générale et de développement d'une culture de masse. Face à l'augmentation considérable de la production littéraire et partant évidemment de la concurrence sur le marché, de nombreuses maisons d'édition vont chercher à promouvoir leur catalogue de nouvelles façons. Et donc pour se distinguer sur le marché et pour maintenir l'investissement dans leur lectorat, certains éditeurs vont recourir, en parallèle à d'autres types de publicités, à la distribution de bulletins d'information qui sont généralement disponibles par envoi postal ou en librairie. Ces publications ont connu un certain succès jusqu'à la fin du XXe siècle, avant de céder la place, pour la plupart, à d'autres formes de communication promotionnelle, dont une grande part est aussi numérique. Ces bulletins, qui s'apparentent généralement à des petites revues, alors j'essaie de... Ah, voilà. Plus ou moins abondamment illustrés et publiés souvent en série, donc à une fréquence variable selon la maison d'édition. Ils se présentent comme un espace situé au croisement des préoccupations culturelles, mais aussi économiques des éditeurs. Dans un précieux article qui date de 2020, Frédéric Gay a déjà dressé le tableau des différentes fonctions de ces bulletins, en se concentrant surtout sur les clubs de livres. Et plusieurs articles sur les bulletins d'éditeurs vont également paraître dans le numéro que tu viens de citer, justement, donc notamment une étude de Marie-Pierre Luneau et Anthony Glinoer sur les bulletins des éditions Fides, et aussi un article de Mathieu Le Tourneux sur le bulletin du Fleuve Noir. À mon tour, maintenant, j'aimerais bien me pencher à travers 3 bulletins spécifiques qu'on voit ici et que je décrirai tout de suite, sur les stratégies communicationnelles que ces publications mettent sur pied pour répondre aux enjeux qui s'y rattachent. Dans ce but, je tenterai de répondre à quelques questions comme quelles techniques de marketing les éditeurs ont-ils adoptées, voire même adaptées au sein de cette petite périodique, tout en préservant une image de marque orientée vers la culture. Quelles relations avec les lecteurs cherchent-ils à construire ? Quelle représentation de la littérature et du monde littéraire s'y dessine-t-elle ? Comment les éditeurs utilisent-ils ces bulletins pour se positionner au sein du paysage culturel de leur temps ? Alors, cette étude s'appuie sur les bulletins de 3 maisons d'édition généralistes dont l'histoire, le fonctionnement, l'envergure et l'orientation idéologique sont résolument différentes, mais dont les bulletins présentent quand même une étonnante série de traits communs. Il s'agit donc du bulletin de la Guilde du Livre, qui est une maison d'édition et club de livres lausannois, paru entre 1936 et 1978, c'est-à-dire en gros toute la durée d'existence de la maison d'édition. 27 rue Jacob, bulletin d'information des éditions du Seuil, qui a existé entre 1952 et 1996. Et le NRF Bulletin, qui a été lancé en 1947 et qui, contrairement à son nom, est lié aux éditions Gallimard et pas juste à la NRF. Ces 3 publications étudiées ici ont connu des mutations plus ou moins marquées au cours du temps. Par exemple, le bulletin de la Guilde du Livre a gardé un aspect extérieur assez constant depuis le début de sa conception, avec quand même de légères variations typographiques au niveau du titre, mais en même temps, il n'a pas cessé d'évoluer en termes de contenu, donc notamment avec l'ajout ou la disparition de certaines rubriques et des changements de mise en page. Bien que son nom soit demeuré le même pendant tout le temps de sa parution, 27 rue Jacob est passé d'un format journal, comme vous voyez ici, donc assez grand pour les 10 premiers numéros, vers un format plus revue ou magazine pour la suite, en adoptant différents designs de couverture et aussi diverses maquettes au fil des ans. La couverture du bulletin de la NRF, donc notons quand même que ce bulletin a été lancé en 1947, donc quand la NRF était en cessation de parution. Donc cette couverture s'apparentait à celle de la Nouvelle Revue Française, avec cette espèce de sommaire qu'on voit ici.
Mais lorsque le titre devient NRF Bulletin en 1959 et jusqu'en 1969, la couverture commence à imiter celle de la collection blanche de chez Gallimard. Et donc cette table de matière disparaît et est remplacée par une sorte de faux bandeau publicitaire. Quand le fascicule se transforme en Gallimard Bulletin en 1970, les couvertures prennent de la couleur. L'intérieur, en revanche, perd ses illustrations et toutes les rubriques qui constituaient le NRF Bulletin. Et donc le Gallimard Bulletin des années 1970 devient un peu de chose près un simple catalogue d'éditeurs. Et enfin, dans les années 80, le bulletin est à nouveau rebaptisé, cette fois-ci en Gallimard NRF Bulletin, signant un retour à une couverture plus sobre. Donc on voit quand même beaucoup de changements au sein de ces publications. Et donc ces bulletins qui, comme je l'ai déjà dit, sont distribués dans les librairies mais aussi par voie postale, s'adressent aussi bien à de nouveaux publics qu'à des lecteurs qui ont déjà connaissance de la marque et dont il faut maintenant cultiver l'intérêt. Ils visent donc à satisfaire une série de besoins communicationnels variés des maisons d'édition, qui est une tâche qui relève de l'exercice d'équilibriste puisqu'il s'agit en même temps de mettre sur pied une identité distincte sur le marché et inciter à l'achat, tout en construisant et maintenant un capital symbolique autour de l'entreprise. En effet, l'association de l'argent et des lettres demeure, comme on le sait, proscrite dans l'imaginaire du monde culturel, le profit étant synonyme d'un asservissement de la liberté de penser au profit économique. Et donc la publicité autour de la littérature est généralement caractérisée par une volonté d'atténuer la visibilité de son dessin commercial. Or, dans le cas des bulletins d'éditeurs, leur fonction marketing est difficilement dissimulable, notamment en vertu de la place qu'ils accordent au catalogue d'ouvrages accompagnés de prix de vente, comme on peut voir pour ces 3 bulletins ici. Face à cette évidence de leur visée promotionnelle, ces publications cherchent donc à dépublicitariser non pas la démarche commerciale qui s'y joue, mais plutôt l'ensemble des discours qui la justifient. Donc le statut du livre en tant que marchandise n'y est pas vraiment masqué. En revanche, c'est sa nature en tant que bien culturel, essentiel au développement intellectuel et spirituel, qui est continuellement mis en avant. Ici, on va mourir de soif si on n'a pas de livre pour l'été, un des slogans de la Guilde du Livre. Par le truchement d'un produit qui est présenté comme une première nécessité, les aspirations commerciales des maisons d'édition sont donc neutralisées d'une certaine manière aux yeux du lecteur, à la faveur d'une image prétendument désintéressée qui se fonde sur l'ancrage culturel des transactions auxquelles incitent ces bulletins. Donc si on cherche à vendre des livres, en gros ce n'est pas par motivation pécuniaire, mais plutôt au nom d'un enrichissement culturel des heureux acquéreurs des ouvrages proposés. Alors si au moment du lancement de son bulletin, Gallimard opère une conjonction des fonctions culturelles et commerciales de manière relativement subtile, puisqu'il, comme on l'a vu, il assimile son bulletin d'un point de vue formel à la Nouvelle Revue Française, puis à un livre de la collection blanche, la Guilde du Livre et le Seuil, quant à eux, investissent les pages des bulletins pour régaler leurs lecteurs de slogans et manifestes qui visent à placer la marque au sein d'un écosystème de partage de la culture et de l'éducation. Le bulletin de la Guilde du Livre, par exemple, publie régulièrement des éditos du directeur du club de livres, Albert Mermout, dans lesquels celui-ci revendique une volonté de démocratisation de la littérature en proposant des livres de qualité à prix réduit. Il écrit dans le premier numéro, en fait, du bulletin, « Le bon livre doit pénétrer partout. C'est pourquoi nous nous adressons aussi bien aux intellectuels qu'aux bourgeois et aux paysans qu'aux ouvriers, à tous ceux dont la vie matérielle mérite la compensation des joies qu'apporte la lecture. C'est pourquoi aussi notre mouvement se situe en dehors de toute méthode commerciale ordinaire. Le lecteur verra plus loin que nous nous attachons à appliquer une formule aussi éloignée qu'il est possible des modes de production où tout doit rapporter. » Alors le cas de la Guilde du Livre est en effet un peu particulier puisque la maison d'édition est une société sans but lucratif et elle est restée pendant toute sa durée d'existence. Et donc ces bénéfices reviennent aux lecteurs sous forme de volumes supplémentaires qui leur sont envoyés dans le cadre de l'abonnement. Mais pour maintenir cette formule, la Guilde du Livre doit quand même compter sur des ventes à succès et sollicite continuellement ses lecteurs qui en fait obtiennent le statut symbolique d'actionnaire du club et qui peuvent participer donc au bon fonctionnement de ce club en achetant les livres qu'il produit. Donc selon cette logique, c'est bien l'accès à la littérature qui est rendu possible grâce aux rentrées qui sont réinjectées dans la maison d'édition et permettent de cette façon de baisser les prix qui se trouve au cœur de l'opération. Paradoxalement, donc, le discours qui incite ouvertement à l'achat dépublicitarise les activités commerciales de l'entreprise sous prétexte d'une nécessité culturelle.
Or, 27 rue Jacob n'est pas non plus étranger à ce type de déclaration, qui permettent par la bande d'évoquer les enjeux économiques de la gestion des éditions du Seuil, et surtout de justifier certains choix de constitution du catalogue qui pourraient, pour certains lecteurs, paraître commerciaux, par la nécessité d'assurer la survie de livres qui rapportent moins. Donc voici le numéro 15 de 27 rue Jacob. En couverture, on a un édito non signé. Il y a des maisons d'édition de toutes sortes, mais il n'y a que 3 sortes d'éditeurs. Ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi et les autres. De la première sorte sont les éditeurs qui cherchent les forts tirages, le grand public. La qualité souffre-t-elle? N'importe. Pourvu que les chiffres montent, ils sont contents. À leur côté, voici les éditeurs qui ne prisent que les œuvres destinées au public le plus choisi. Naturellement, ils vendent mal, mais comme ils vendent ce qu'ils aiment, ils sont contents. Il est rare que les uns et les autres aillent loin à force de vouloir ou trop chercher le succès ou trop le négliger. Les autres, c'est-à-dire les éditeurs qui ne dédaignent le public ni ne le flattent, qui le prennent où il est et qui le tirent où il ne sait, bref, ceux qui cherchent la quadrature du cercle. Peut-être le secret du bon éditeur se trouve-t-il dans le sage équilibre des œuvres qui se vendent et des œuvres qu'il faut vendre. Des œuvres qui rapportent et des œuvres qui coûtent, à condition que chacune soit valable sur son plan. Modestement, cet éditeur se tient au carrefour des idées, levant à bout de bras son stylo de comptable pour que circulent à un bon rythme les pensées et les œuvres, sans embarras et surtout sans arrêt. Et croyez bien qu'il y a des risques en ce carrefour, nous nous en expliquerons quelques-uns la prochaine fois. Alors, ces déclarations, donc, qui ne sont pas signées mais que le lecteur risque quand même d'attribuer à quelqu'un d'important dans la maison au vu de leur placement en couverture, véhicule un positionnement clair du Seuil sur le marché, tout en prenant les devants vis-à-vis de critiques que le lecteur pourrait formuler à son adresse. Le lecteur comprend qu'il a affaire à une maison d'édition qui privilégie la stimulation intellectuelle du public, sans se perdre dans le mercantilisme ni pécher par l'hermétisme, au risque de devoir faire quelques compromis au nom du maintien de la qualité. Le format de l'édito laisse la place à une argumentation où l'éditeur peut vanter au lectorat la qualité supérieure de son catalogue à ceux de ses collègues, qualité maintenue à tout prix, dit-il, quitte à mettre en péril sa rentabilité. En conjonction avec un aspect formel travaillé, qui lui-même est déjà porteur de sens dans ses bulletins, les jalons d'une image de marque nuancée sont donc posés par la voie de l'édito manifeste. Mais évidemment, cette image de marque doit désormais être sédimentée dans la durée. La fidélisation du lectorat s'avère en effet cruciale pour les maisons d'édition qui souhaitent se forger une place durable au sein du marché dans lequel l'offre prime amplement sur la demande. La périodicité des bulletins présente ici un premier avantage de taille, puisque la récurrence de leur parution favorise le développement dans le temps d'une relation avec le public à l'échelle de la série. Le second atout d'un canal de publicité comme le bulletin réside dans sa composition matérielle et les contenus que cette composition est en mesure de véhiculer, qui invitent à une interaction plus longue au niveau du numéro unique. Étant donné que ce format ne se plie pas aux impératifs qui régissent les formes plus brèves de publicité, comme l'affiche ou le flyer par exemple, dont l'objectif est avant tout de capter l'attention du potentiel acheteur, le médium qui sous-tend le bulletin se trouve particulièrement adapté à accueillir des discours stratifiés. Aussi, bien qu'il fasse recours aux techniques de publicité dites persuasives, qui sollicitent les émotions et incitent à la consommation d'un produit, le bulletin d'information cherche simultanément à se montrer, comme son nom le suggère, comme un vecteur de publicité de type informatif, c'est-à-dire qui vise à mettre en avant un produit en informant le potentiel consommateur du prix et des modalités d'achat, mais aussi de certaines caractéristiques intéressantes. Cette stratégie se traduit dans les bulletins par du contenu qui opère de la réelle médiation culturelle. Donc les lecteurs reçoivent des connaissances au sujet non seulement des produits livres en tant que biens matériels, par exemple dans le cadre d'une campagne qui vise une édition spéciale ou une belle reliure, mais aussi au sujet des œuvres même qui sont mises en vente. En effet, la lecture n'est pas une activité de consommation rapide. Dès lors, les livres relèvent de ce que Philippe Nelson appelle des biens d'expérience, des biens dont les attributs ne peuvent être pleinement connus qu'après l'achat, c'est-à-dire durant l'usage du produit. Cette qualité inhérente au produit livre intègre donc une inconnue dans la transaction. Et de ce fait, la circulation des livres est dépendante pour une grande partie de la recommandation, que celles-ci proviennent de personnes proches du lecteur ou de professionnels du secteur comme les critiques, journalistes, culturels ou libraires. Dans tous les cas de figure, la probabilité que la recommandation mène à l'achat se fonde d'une part, pour le premier cas, sur la confiance qu'on accorde à celui qui vante les mérites d'un ouvrage,
par exemple sur base d'affinités en commun, et d'autre part, pour le deuxième cas, sur sa légitimité culturelle et intellectuelle. Donc, visant à circonvenir ces intermédiaires sur lesquels les maisons d'édition n'ont forcément qu'une influence très limitée, les bulletins cherchent alors à se saisir de ces deux rôles, dans un premier temps en positionnant l'éditeur à des degrés variables selon la maison d'édition et l'image de marque souhaitée surtout, dans un rapport de proximité avec le lecteur, avec pour objectif d'instaurer un rapport de confiance sur une plus longue durée. Parmi les maisons d'édition étudiées ici, la Guilde du Livre est sans doute celle qui investit le plus activement le développement du lien avec ses abonnés. Tour à tour, le bulletin de la Guilde invoque les notions d'amitié ou de fraternité ou encore de famille en décrivant sa relation avec le lectorat. Si le Seuil, qui est une maison plus établie à ce moment-là, montre un brin de distance vis-à-vis de ses lecteurs, il ne profite pas moins de ses bulletins pour humaniser son enseigne en levant le voile sur le fonctionnement interne de la maison d'édition. La couverture du numéro 4 de 27 rue Jacob, par exemple, donne à voir le siège du Seuil comme un immeuble où différentes familles composées d'écrivains, mais aussi de collections au Seuil, vivent ensemble, couronnées d'un frontispice, là, le petit carré, qui déclare « Le livre t'attend comme un vieil ami ». Dans ses premiers numéros, le bulletin présente également une série de brefs articles intitulés « Le lecteur et son romancier » ou « Le critique et son auteur », dans lesquels sont exposées les différentes relations qui sous-tendent la composition de la maison d'édition. Alors, la pathétique et réelle aventure du manuscrit génial, qui est une bande dessinée feuilleton au ton un peu humoristique, raconte également au lecteur sur plusieurs numéros les péripéties d'un texte avant qu'il ne devienne livre. Ces types de rubriques cherchent visiblement à éveiller la curiosité du lecteur vis-à-vis du façonnement de la maison d'édition, mettant au goût du jour les préoccupations de qualité, le soin et généralement aussi le travail artisanal qui se cache derrière la production du livre, contribuant à l'atténuation de la nature industrielle de leurs occupations. Davantage, elle cherche à susciter un investissement d'ordre affectif en projetant une image de transparence qui stimule la confiance des lecteurs à travers un prétendu dévoilement de la face cachée de l'entreprise, y compris d'ailleurs des difficultés auxquelles elle peut parfois faire face. Les bulletins offrent par ailleurs une plateforme particulièrement féconde de communication directe avec les acheteurs, auxquels les éditeurs vont volontiers donner la parole à travers des rubriques de correspondance pour se montrer publiquement attentifs à leur retour. Ainsi, dans le bulletin de la Guilde du Livre, la rubrique « Les Guildiens font la Guilde », on voit bien cet esprit de communauté qui est mis en avant. Donc cette rubrique relaie des lettres de lecteurs qui posent des questions pratiques, par exemple sur le catalogue, qui félicitent bien sûr le club des dernières parutions, mais qui aussi, par exemple, signalent des corrections à apporter dans de futures rééditions d'ouvrages. Davantage, cette rubrique permet à l'éditeur de répondre sans intermédiaire aux revendications de lecteurs, par exemple pour des publications envisagées d'auteurs plébiscités ou des additions à des collections existantes parce qu'une demande croissante se fait connaître, ou encore en lançant des référendums concernant par exemple l'apparence de certaines couvertures. Et donc les lecteurs peuvent voter et les résultats sont publiés dans ces rubriques. Et donc cette rubrique vraiment donne la sensation d'abonnés qui sont pleinement entendus par l'éditeur. Alors plus étonnamment peut-être, au vu de l'image de marque de Gallimard, en mai 1962, le NRF Bulletin lance également une rubrique Courrier des lecteurs en précisant « Nous inaugurons cette rubrique avec un souci nouveau, celui de mettre en communication le lecteur, le libraire, l'éditeur et l'auteur. Écrivez au bulletin NRF, 5 rue Sébastien Bottin, nous répondrons aux lettres les plus caractéristiques. » Alors, sans préciser ce qui est entendu par l'adjectif caractéristique, la rédaction du bulletin publie sur cette page des lettres de lecteurs qui cherchent, par exemple, à savoir si certains livres sont épuisés ou qui sollicitent des précisions sur des anecdotes du monde littéraire. Par exemple, est-il vrai qu'on a transféré les cendres de Stendhal ? Et alors, l'éditeur répond. Ou alors encore des informations sur leurs écrivains préférés. Et bien sûr, les réponses à ce type de questions permettent à l'éditeur de vanter par la bande les mérites de ses œuvres qui sont tout à fait disponibles au catalogue. Si la mise en scène de tels échanges peut de prime abord donner l'illusion d'une volonté d'inclure dans la confidence les lecteurs en leur donnant un accès privilégié aux coulisses du monde éditorial, en réalité, elle génère, dans le cas de la NRF en tout cas, un effet résolument différent.
Puisqu'à la NRF, le discours de familiarité est bien moins présent qu'à la Guilde et dans une certaine mesure au Seuil, en constituant cette rubrique, l'éditeur adopte en fait la position d'un détenteur de savoir insider qui partage gracieusement avec un public choisi, renforçant de la sorte son aura d'exclusivité. Ainsi, par exemple, à la question « Pourquoi publiez-vous tant de romans ?» d'un certain R.C. Châtel-Guyon, on répond « Il y a des maisons d'édition spécialisées dans les livres de classe, dans les livres pour enfants ou dans la médecine. » Dès sa fondation, voici 50 ans, la NRF est sans doute la seule maison d'édition qui possède un comité de lecture composé de grands écrivains. Et c'est pourquoi le choix de chaque roman fait l'objet d'un intérêt constant. Alors Gallimard se montre ici comme une maison qui propose de la littérature de haut vol. Sans entièrement répondre à la question concernant le choix prédominant du genre du roman, l'éditeur, ou du moins la personne qui se fait son porte-parole ici, anticipe habilement le potentiel reproche de la quantité de la production, susceptible d'agir au détriment de la qualité, en insistant sur son illustre comité de lecture comme gage d'un travail méticuleux et d'un goût impeccable. Dans le même ordre d'idées, la réponse à la lettre suivante, dans la même rubrique, permet de se défaire d'une éventuelle accusation d'élitisme en insistant sur le prétendu caractère objectif des choix littéraires, loin de tout soupçon de réseautage intéressé. À la demande anonyme, cette fois-ci, « Je ne connais personne dans les milieux littéraires, j'ai écrit un roman, mais comment le faire éditer sans relation ?» On répond ainsi « Quelle que soit son origine, un livre qui nous est soumis est lu par Jean Paulhan, Marcel Arlan, Jacques Lemarchand ou tel autre membre du comité de lecture. Il n'y a pas de tri préliminaire, c'est ce qui fait que les relations n'ont aucune importance à nos yeux. » Alors, à la vue de cette réponse, le lecteur peut quasiment s'imaginer remettre un manuscrit à Gallimard et devenir un de leurs auteurs. Cette démarche constitue le socle d'une technique de publicité appelée intégrative, qui consiste à associer le produit ou la marque à un groupe social auquel le consommateur souhaite plus ou moins consciemment être associé ou appartenir. Mais simultanément, le lecteur se rend compte, plus ou moins consciemment aussi, qu'il fait en réalité face à une élite inatteignable du monde culturel condensée dans l'espace de la maison d'édition. Si elles appellent à l'investissement affectif des lecteurs, ces rubriques de correspondance contribuent donc discrètement, elles aussi, au façonnement de l'image de marque, que celle-ci exhorte une sensation de proximité pour les deux premiers éditeurs ou d'admiration pour le troisième. Même si, évidemment, la proximité et l'admiration s'enchevêtrent un petit peu toujours. Mais contrairement au manifeste sous forme d'édito que nous avons édité plus tôt, la formule de la lettre au lecteur revêt un ton plus informel, inscrivant ce discours éditorial dans le registre du dialogue avec le lecteur. Donc, tout en laissant le contrôle de son image à l'éditeur, le relais de courrier contribue à forger une identité en donnant la parole au lectorat, dont les questions empreintes de curiosité sincère ne peuvent pas vraiment être accusées de motifs ultérieurs publicitaires. L'investissement du support de la revue par les bulletins s'avère en fait particulièrement propice pour infléchir la teneur promotionnelle des discours qui s'y déploient, sous la guise d'une mission d'information et de partage avec le lectorat. En effet, le complexe médiatexte des bulletins, qui est un terme introduit par Yves Jeanneret pour désigner les interactions qui régissent les objets qui se trouvent à la croisée de la dimension médiatique de la communication et de sa dimension textuelle. Donc ce complexe médiatexte assimile les bulletins d'un point de vue matériel à des objets issus du domaine de la presse spécialisée. La maquette structurée en rubriques, l'usage des images qui accompagnent les textes et aussi une mise en page étudiée sous-entendent un réel travail éditorial et, a priori, évoquent une certaine qualité rédactionnelle caractérisée par une recherche de cohérence à l'échelle de l'ensemble de numéros et plus largement aussi de la série. Au-delà d'être de simples appendices publicitaires, les bulletins se présentent donc comme des produits culturels à part entière. Pour reprendre les termes de Dominique Mingnaud, la scénographie de la revue adoptée par les bulletins conteste en apparence leur appartenance à la scène générique de la publicité. Or, en réalité, le médium choisi présente un grand atout en termes de façonnement d'image de marque, qui réside aussi dans la portée symbolique de l'objet éditorial qu'est la revue, puisque, on le sait, les revues ont joué un rôle significatif dans le paysage littéraire des 19e et 20e siècles, en tant qu'espace de création, de dialogue, de critique et aussi de sédimentation de valeurs culturelles. Dans cet ordre d'idées, l'énonciation éditoriale qui se construit sur un tel support constitue le pivot d'une posture d'éditeur en tant que figure de proue du paysage littéraire, dont les choix du catalogue s'aligneraient sur l'actualité et donneraient le ton aux nouvelles tendances du secteur.
Pour pleinement asseoir cette image de lieu de culture vivante, les bulletins se saisissent de différents genres qui ressortissent au régime journalistique, comme par exemple des articles historiques, des comptes rendus, des chroniques, des essais, mélangés évidemment aux annonces de parution, aux extraits de textes inédits ou précédemment publiés. Des collaborateurs réguliers ou moins réguliers des maisons d'édition sont donc systématiquement enrôlés pour la rédaction d'articles qui, en soulevant de réelles questions relatives au monde littéraire, n'omettent que rarement de vanter les mérites de telle ou telle nouvelle publication. Par exemple, dans 27 rue Jacob, numéro 11, en 1954, l'écrivain Jean Cordelier rédige un plaidoyer de 2 pages en défense de la biographie qu'il déplore d'être considéré comme un genre mineur. Il y évoque les difficultés du métier de biographe et la passion nécessaire pour se lancer dans l'aventure unique, écrit-il, de raconter une vie. L'article a tout d'un essai critique, et ce n'est qu'à la fin que l'auteur fait mention, au passage, d'une nouvelle parution au Seuil. Donc la phrase c'est « Pourquoi Madame de Maintenon ? Mais je l'ai dit, sa biographie est un roman. » Donc c'est là qu'on comprend en fait que Jean Cordelier a écrit une biographie de Madame de Maintenon. En toute discrétion, les informations pratiques au sujet de ce volume figurent seulement quelques pages plus loin dans la section qui reprend le catalogue des nouvelles sorties. Et la page en face du texte est dédiée à la collection Écrivains de toujours, qui contient aussi une part de notices biographiques. C'est un placement bien habile après la fervente défense de la biographie qui aura sans doute convaincu plus d'un lecteur à découvrir ce genre sous toutes les coutures. Un principe similaire régit un texte figurant dans le NRF Bulletin de mai 1961. Jean Dutour essaye de définir les essais. Ainsi, l'auteur commence-t-il par une réflexion d'ordre épistémologique. Là, je le cite, « Les genres littéraires sont souvent bien difficiles à définir. Où finit la nouvelle et où commence le roman ? Aucun écrivain n'a pu résoudre ce petit problème si simple en apparence. De même, qu'est-ce que l'essai ? Ce mot a été utilisé et illustré d'une façon immortelle par Montaigne. » Fin de citation. Rapidement, toutefois, le cœur du propos se révèle. Il s'agit en fait de la collection Les Essais proposée par Gallimard. Et l'auteur écrit « Aussi, nous ne nous hasarderons pas à proposer une explication de la collection Les Essais. Elle est composée de textes dont le seul point commun est qu'aucun d'entre eux ne traite de fiction pure. Il s'agit là de pensée. » Ensuite, on a une typologie d'écrivains essayistes qui suit et qui fournit certaines réelles connaissances au lecteur. Mais l'extrait de catalogue qui accompagne l'article, ponctué de portraits de différents penseurs, révèle sa teneur publicitaire, tandis qu'un lecteur averti reconnaîtra en Dutour un auteur Gallimard. Encore un exemple, cette fois-ci à la Guilde du Livre en mai 1960, où on voit un article intitulé « Du Mérimée en plus charnu », un éloge du dernier livre d'Albert Vidali par Michel Zerafa, qui, pour le coup, n'est a priori pas un auteur maison. Ou en tout cas pas attaché de manière très explicite. Il écrit donc « Une fois l'an, tel ou tel grand critique, chenu, académique et disert, découvre dans le flux des services de presse un livre qu'il appelle volontiers une manière de chef-d'œuvre parce que cela rassemble les qualités requises par Boileau et adéquates au bon goût français. Rapidité, concision, clarté et maîtrise. Les bijoutiers du clair de lune n'ont pas manqué d'être loués à partir de ces critères. Le livre d'Albert Vidali, son second roman, fascine d'abord par le titre dont il tient la promesse. » Donc cet article, qui est, comme vous le voyez, illustré par un dessin de Dunoyer de Saugonzac, qui est tiré d'un livre paru chez Pierre Caillet, qui est un partenaire de la Guilde du Livre, ressemble trait pour trait à un compte-rendu critique, jusqu'à la présence d'une note en bas de page qui rappelle le domaine académique auquel appartient par ailleurs le critique qui a rédigé l'article. La référence au livre qui fait l'objet de la recension est mentionnée en marge, dans une minuscule typographie, là, à gauche, signalant tout de même subtilement au lecteur que si l'avis de Michel Zerafa le convainc, il n'a plus qu'à cocher une case dans le catalogue de vente postale de la Guilde pour se le procurer. Alors, la mobilisation du capital symbolique d'écrivains et critiques établi pour réveiller l'intérêt de lecteurs est fréquente sur la page des bulletins. Ainsi, par exemple, Roger Nimier signe le texte d'introduction dédié à Alain dans le numéro de mai 59 du NRF Bulletin et se voit à son tour consacrer un article par Marcel Aimé en novembre 62. François-Régis Bastide rend hommage à Nicole Védresse après son décès en couverture du 27 rue Jacob de février 66.
tandis qu'Italo Calvino propose une recension d'un roman de Vincenzo Cerami que, écrit-il, Pier Paolo Pasolini s'était promis d'écrire dans le 27 rue Jacob de février 1978. À travers ces contenus, l'intention générale semble être de manière assez consistante de créer sur les pages du bulletin l'illusion d'un espace où fleurit la critique littéraire, dans un nouveau geste de dépublicitarisation, toujours difficile à dire ça, qui consiste à se détacher du seul discours produit par le département commercial de la maison d'édition pour faire recours à des noms issus du monde littéraire plus vaste. Davantage, la participation de personnalités reconnues du monde culturel joue bien sûr de la posture auctoriale de ces écrivains pour introduire certains articles figurant dans les bulletins dans le domaine de ce que Dominique Magno appelle les discours constituants, en les dotant d'un ethos qui donne au discours une voix, qui active l'imaginaire stéréotypique d'un corps énonçant socialement évalué. Toutefois, les bulletins ne quittent jamais réellement la scène générique de la publicité, et cette stratégie renforce en fait cette logique de recommandation sur laquelle s'appuient ces fascicules, à la faveur de l'autorité intellectuelle qui s'attache au nom des écrivains et critiques mobilisés. Mais solliciter de grands noms pour la rédaction de billets publicitaires n'est pas toujours chose aisée, et les rédacteurs des bulletins recourent à diverses techniques pour enfler cette impression d'un engouement de la part d'écrivains et critiques pour leur production. Alors, les mesures les plus extrêmes consistent à inventer de toutes pièces des personnalités du monde littéraire, ce qui a été le cas pour la Guilde du Livre, où la rédactrice a pris jusqu'à 8 pseudonymes différents, je pense, au cours du temps, pour écrire des articles. Mais une astuce plus modérée, peut-être, pour donner l'illusion d'une implication massive d'écrivains illustres dans les bulletins des maisons d'édition, consiste à laisser planer une ambiguïté volontaire sur le caractère inédit des textes. Par exemple, dans un numéro du bulletin de la Guilde du Livre datant de 1944, est donné à lire un texte de Paul Valéry, « La Suisse est une île », accompagné d'une photographie de l'écrivain par Laure Albin Guyot, tandis qu'une signature manuscrite en fin de texte semble confirmer l'essai comme une production authentique de l'auteur. Alors c'est vrai, c'est une production authentique de l'auteur, mais il y a vraiment un effet d'authentification encore plus fort avec cette signature. Donc aucune indication paratextuelle ne permet ici de deviner que, en fait, il s'agit d'un essai qui a été écrit en 1943 pour un numéro spécial des Cahiers du Sud intitulé « Images de la Suisse ». Aucun lien n'est établi par ailleurs avec un ouvrage de la Guilde dont ce texte pourrait être une publicité. Mais en même temps, à cette période-là, un album illustré de photos intitulé « Milieu du monde » de Pierre Deslandes et qui est consacré à la région suisse de Pompaple figure donc au catalogue de la Guilde du Livre. Donc, tout se passe comme si Paul Valéry s'était appliqué, spécialement dans le cadre du bulletin de la Guilde du Livre, à intéresser le public aux beautés de la Suisse, orientant son geste de médiation vers l'objet de l'œuvre photolittéraire, et pas vers le livre lui-même, en laissant ensuite le soin aux lecteurs d'en découvrir davantage par eux-mêmes s'ils souhaitent se procurer l'ouvrage de la Guilde dédié à ce pays. Dans un autre exemple, dans le bulletin de la NRF, ou plutôt à ce moment-là, le NRF bulletin, je ne sais plus, je confonds un peu les titres qui changent tout le temps, on voit en tout cas un bref essai de Maurice Blanchot sur la poésie de René Char, à l'occasion de la sortie de La Parole en archipel. Aucune indication ne permet de supposer que ce texte est en réalité tiré de la préface du livre en question. Le NRF bulletin se présente donc sans aucune contextualisation, comme s'il s'agissait d'un article original écrit pour le bulletin. Cette pratique est vraiment très très récurrente au sein des 3 bulletins étudiés ici et elle semble avoir systématiquement pour but de stimuler la sensation d'un foisonnement intellectuel sur les pages de ces bulletins spécifiquement. Cette recherche d'un effet d'ébullition culturelle, conjuguée à l'enchevêtrement des modes de généricité publicitaire et octoriaux, constitue le pivot du dernier enjeu des bulletins d'éditeurs que je voudrais exposer aujourd'hui. Ainsi, la participation active aux démarches publicitaires d'écrivains et de critiques proches de l'éditeur, mais aussi de personnalités externes à son microcosme, permet à la maison d'édition de mettre en avant sa visibilité au sein du paysage éditorial qui lui est contemporain. En ce sens, des échos de presse font des apparitions régulières au sein de ces livrets, aussi bien dans 27 rue Jacob que dans le bulletin de la Guilde du Livre, tandis que le bulletin de la NRF consacre même à certaines périodes 14 pages sur les 48 du bulletin aux extraits de presse et transcriptions de mentions à la radio à propos de livres qui ont été récemment publiés par Gallimard. Dans ces rubriques, aucun compte-rendu n'est oublié.
presse spécialisée et journaux généralistes s'y mélangent. On a la Quinzaine littéraire, les Lettres françaises, le Figaro littéraire, qui sont cités aux côtés de l'Express, Paris Presse ou la Tribune de Lausanne. Tandis que des noms de journalistes culturels peut-être moins connus côtoient d'illustres critiques et penseurs comme Maurice Nadeau, Gabriel Marcel, Robert Kemp ou des écrivains chroniqueurs comme Claude Roy, Georges Bataille ou François Nourricier. Ici, la mobilisation de ces noms d'écrivains et de critiques ne sert plus à dépublicitariser le discours qui prend forme dans les bulletins. Au contraire, dans ces rubriques, le but promotionnel est limpide. Toutefois, étant donné que les éloges proviennent de publications extérieures à la maison d'édition, celle-ci se défait en quelque sorte de sa part de responsabilité dans la teneur publicitaire des critiques. Après tout, le bulletin ne fait que remplir son devoir, qui est celui de tenir les lecteurs informés des événements du monde littéraire. Chaque extrait de presse, aussi court soit-il, est suivi du nom ou à défaut des initiales de son auteur, prouvant tour à tour que les éloges au sujet des livres présentés dans les bulletins ne découlent pas d'une autosatisfaction de l'éditeur, mais plutôt d'une réelle appréciation par les pairs, que le lecteur a la joie de découvrir, et aussi de voir valider par la bande ses propres choix de futures lectures. Dans certains numéros, des extraits de journaux et revues découpés sont même photocopiés tels quels, matérialisant par cette reproduction à la source la véracité des propos rapportés. Simultanément, à travers ces échos de presse, apparaît un faisceau de relations entre personnalités du monde culturel qui se tissent autour de la circulation d'œuvres littéraires auquel les maisons d'édition souhaitent se montrer comme prenant une part active. Le médium de la revue s'avère être donc un terrain fécond pour afficher les sociabilités de l'éditeur, et notamment au moyen de reportages d'événements littéraires auxquels on peut constater la présence de moult personnalités du monde culturel, mais aussi par le biais de rubriques qui y sont spécialement dédiées. À la Guilde du Livre, la rubrique Vie littéraire, qui est, comme vous pouvez le voir, assez fournie, rapporte non seulement des nouvelles relatives à la production de la maison d'édition, ou certains incidents, par exemple, par rapport à des livres qui n'ont pas été appréciés à l'étranger parce qu'il y a eu une représentation du pays qui n'a pas été reçue comme il fallait. Et donc, à ce moment-là, l'éditeur peut répondre à ce genre de choses. Mais ces rubriques présentent aussi des événements divers, comme par exemple une période de maladie chez Jean Cocteau, ou des annonces de parution chez des concurrents, par exemple, comme Segers, Grasset ou de Noël, soulignant encore une fois la dimension informative du bulletin. De telles rubriques constituent également un espace de valorisation de l'impact des maisons d'édition sur le champ culturel de manière plus large. Parallèlement à la vie littéraire de la Guilde, des rubriques dédiées dans le bulletin de la NRF et 27 rue Jacob, liste des événements tels que des adaptations filmiques, par exemple, de livres produits par la maison, des créations à l'opéra basées sur des livres ou alors encore des expositions autour de productions littéraires. En publiant ces nouvelles, chaque éditeur insiste, comme le remarque d'ailleurs Mathieu Le Tourneau en renvoyant au terme de Philippe Marion, sur le caractère transmédiagénique des œuvres publiées par l'éditeur, c'est-à-dire donc leur capacité à vivre une vie au-delà de l'espace du livre dans d'autres médias. Ce faisant, l'éditeur littéraire peut prendre le devant d'une part sur les médias concurrents comme le cinéma en se positionnant comme producteur source du matériau adapté. Mais avant tout, c'est une manière pour lui de se montrer en tant que leader des tendances culturelles qui dépasse même son propre champ d'action en le rattachant symboliquement, au moins aux yeux de son public qui lit ses bulletins, à une œuvre qui est déjà en train de s'engager sur le chemin de ce qu'Yves Jeanneret a appelé la trivialité, c'est-à-dire la circulation, la transformation et la réappropriation des êtres culturels. Dans cette optique, les mentions des derniers prix littéraires, c'est producteur de capital social fondé sur une économie du prestige, pour reprendre les mots de Sylvie Ducas, s'avère particulièrement opportune pour confirmer l'image des éditeurs comme agents formateurs du patrimoine littéraire. Celles-ci sont particulièrement mises en avant par le bulletin de la NRF et 27 rue Jacob, dans un geste d'autocélébration éditoriale à peine dissimulé au sein de rubriques qui semblent presque ramener toutes les activités ou toutes les actualités littéraires au couronnement de leurs ouvrages. La stratégie adoptée par la Guilde du Livre, en revanche, qui place les distinctions aux côtés d'autres événements, a pour effet de placer le club de livres suisse au sein d'un écosystème éditorial plus large, lui conférant l'image d'une maison d'édition actuelle et connectée à l'échelle internationale. Le désir d'exister au-delà des frontières de son pays caractérise d'ailleurs chaque maison d'édition ici étudiée, et
les mêmes rubriques servent à souligner, voire à amplifier le rayonnement international de leur production. Les retours, par exemple, de tournées de conférences à l'étranger d'écrivains liés à la maison d'édition, ou les annonces de traduction d'ouvrages parus dans d'autres pays, ou encore les rapports d'une réception étincelante d'un auteur outre-Atlantique, les reproductions de lettres d'ambassadeurs, comme ici, ou de représentations d'institutions étrangères qui ont été ravis de la lecture de tel ou tel volume, ou encore des nouvelles d'auteurs maison qui reçoivent de prestigieux mandats internationaux. Toutes ces publications semblent vouloir véhiculer l'image d'une maison d'édition dont l'influence prend une envergure transnationale par le biais d'œuvres dont la portée universelle traverserait les frontières et les cultures. Alors, je pourrais lister tous ces enjeux pendant très longtemps, mais il faut s'arrêter un moment. Et j'ai voulu ici donc exposer cette série d'enjeux qui sous-tendent la distribution des bulletins d'information d'éditeurs au XXe siècle, qui, me semble-t-il, se construisent de manière réticulaire, chacun fournissant les conditions de possibilité nécessaires aux autres. La dépublicitarisation du discours sous-tend la construction d'images de marque qui mène à une humanisation des maisons d'édition, posant les fondations d'une relation de confiance ou d'admiration avec le lectorat, elle-même ancrée dans la légitimité culturelle des enseignes et des auteurs qu'elle publie, qui dépend, entre autres, de la position qu'elles parviennent à occuper au sein du paysage littéraire de leur temps. Donc ça crée vraiment une espèce de faisceau où tout tient ensemble. Et il va de soi, évidemment, que chaque maison d'édition mobilise plus ou moins certaines stratégies en fonction de son envergure, de sa durée d'existence, de sa réputation et de ses moyens. Une petite entreprise comme la Guilde du Livre mise davantage sur le lien affectif qui la lie à ses lecteurs que des enseignes comme Gallimard ou Le Seuil, qui valorisent plutôt leur capital culturel. Bien entendu, dans une étude future, il sera crucial de se pencher sur les spécificités des discours de chaque bulletin en fonction de sa propre image de marque. Toujours est-il qu'indépendamment de ces différences, qui sont pourtant conséquentes dans l'image de marque de chacun des éditeurs, chaque bulletin observé ici semble répondre à des types de besoins similaires, qui sont sans doute symptomatiques de la morphologie du marché à cette période, et particulièrement dans les années 50-60. En investissant le registre journalistique, ces bulletins fournissent une plateforme pour la mise en avant des valeurs de la maison d'édition et maintiennent l'attrait de la marque par une constante actualisation en réponse aux mutations du climat culturel, social, voire même pour certains bulletins politiques de son époque. Enfin, contrairement à d'autres types de campagnes publicitaires, le support du bulletin autorise un effet de polyphonie qui est engendré par la combinaison du discours qui émane directement de l'éditeur et des diverses voix d'écrivains et critiques, voire même des lecteurs, qui se donnent à lire sur ces pages, en inscrivant la maison d'édition dans un vaste réseau de production littéraire et lui conférant une place spécifique en son sein. Dans la poursuite de leurs différentes missions, une conjonction s'établit dans ces bulletins entre leurs missions d'information, de persuasion et de médiation de la littérature. Assujettis à la marque qu'ils promeuvent, mais jouissant d'une relative autonomie en tant qu'objets éditoriaux, ces bulletins s'inscrivent par leur fonctionnement dans la vision de la théorie du consommateur développée dans les années 60 par Kelvin Lancaster, selon laquelle la publicité devient un élément inhérent au produit acheté par le consommateur, voire un objet de consommation à part entière. Et selon Gary Becker et Kevin Murphy, cette publicité dispose alors de son propre prix implicite et, de par ce statut, fait partie intégrante de la fonction d'utilité des consommateurs. Une utilité qui, par le brouillage des frontières entre enrichissement matériel et intellectuel, se traduit ici par une acquisition de connaissances relatives, mais aussi d'un capital culturel lié au sentiment d'appartenance à un monde littéraire foisonnant. En tant qu'outil publicitaire, les bulletins amorcent alors un processus de fidélisation du public en deux temps. En attachant le lectorat à l'objet porteur du message publicitaire, ils développent progressivement une identification avec la marque. Or, malgré les nombreux avantages publicitaires qu'ils présentent et le travail qui semble avoir été fourni dans leur élaboration, et ce sur le long terme, puisque certains de ces bulletins ont connu une durée de publication de plusieurs dizaines d'années, leur place dans l'écosystème de leur maison d'édition semble souvent être quelque peu oubliée. Peut-être d'ailleurs même volontairement. En témoigne notamment la manière dont ces bulletins sont classés souvent au sein des archives des maisons d'édition, où ils se trouvent régulièrement relégués dans des dossiers marqués divers, ce qui m'a valu plus d'une difficulté pour retracer leur existence.
C'est pas le cas ici. Ou encore la réaction de mon interlocutrice au sein des éditions Boréal, dont on a parlé déjà, mais lorsque je lui ai fait part de mon intérêt pour les bulletins, elle a exprimé son incrédulité face au sujet de mes recherches, et puis elle m'a répondu « Malheureusement, ce sont des documents promotionnels dont nous n'avons pas gardé d'archives ». Les documents éphémères qui servent l'ingrate tâche de vendre la littérature ne semblent donc pas faire partie des éléments qu'une maison d'édition souhaiterait conserver, ou du moins mettre en avant sous l'égide de son héritage. Cette omission semble confirmer l'hypothèse que la publicité demeure un sujet honteux dans le domaine culturel, mais peut-être l'essoufflement progressif du modèle et son subséquent effacement dans l'histoire des maisons d'édition est-il dû aussi à l'efficacité limitée de ces publications compte tenu de leur coût aussi bien matériel qu'en investissement de temps de travail. Force est de constater que ce type de corrélation est très difficile à établir. Mais pour les chercheurs et chercheuses, ce sont des objets précieux qui, observés de manière rétroactive, permettent d'effectuer des sortes de coupes transversales à des instants spécifiques de la vie d'une maison d'édition. Et leur sérialité, en revanche, permet de suivre les évolutions du catalogue et des discours qui l'entourent au long d'un pan conséquent de l'histoire de l'entreprise et de la mettre au regard d'évolutions plus globales dans le monde éditorial. Et ce sera là, bien sûr, la prochaine étape de sa recherche. Mais en attendant, je vous remercie pour votre attention.